La défaite d'Haïti face au Brésil lors de cette deuxième rencontre de la Coupe du Monde 2026 laisse un profond sentiment de frustration, non seulement en raison du score final de 3-0, mais surtout parce que le déroulement du match a confirmé ce que de nombreux observateurs du football haïtien répétaient depuis plusieurs mois concernant l'organisation tactique de l'équipe nationale. Dès les premières minutes de la rencontre disputée à Philadelphie, les Grenadiers ont pourtant montré une certaine discipline défensive et une volonté réelle de rester compacts face à une sélection brésilienne largement favorite sur le papier et dotée d'une qualité technique exceptionnelle dans toutes les lignes. Pendant plus de 20 minutes, Haïti est resté dans son match avec beaucoup de courage, en limitant les espaces et en empêchant les Brésiliens de développer leur football rapide et créatif dans les zones dangereuses du terrain. Même si les Grenadiers éprouvaient des difficultés à conserver le ballon et à se projeter vers l'avant, l'organisation collective semblait permettre à l'équipe de rester en vie et de croire à un exploit face à l'une des plus grandes nations du football mondial. Le premier avertissement est arrivé lorsque Rafinha a trouvé le chemin des filets, mais son but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu, ce qui a offert un répit important à une sélection haïtienne qui résistait tant bien que mal aux assauts brésiliens. Cependant, derrière cette résistance apparente se cachait déjà un problème tactique que beaucoup avaient identifié avant même le début de la compétition et qui allait finir par coûter extrêmement cher à l'équipe nationale. Depuis plusieurs mois, une grande partie de la presse locale, de nombreux techniciens, plusieurs anciens joueurs ainsi qu'une majorité de supporters réclamaient avec insistance l'abandon du système privilégié par Sébastien Migné au profit d'une structure plus équilibrée et mieux adaptée aux qualités de l'effectif disponible. Ces observateurs estimaient que le 4-2-3-1 permettrait d'exploiter davantage les qualités techniques des milieux offensifs haïtiens tout en offrant une meilleure protection à la défense grâce à un double pivot capable de fermer les espaces devant la charnière centrale. Malgré ces appels répétés, le sélectionneur a continué à défendre ses choix avec conviction, persuadé que son approche tactique était la meilleure solution pour permettre aux Grenadiers de rivaliser avec les meilleures équipes du tournoi. Face au Brésil, cette conviction s'est rapidement heurtée à la réalité du terrain où les limites du dispositif utilisé en première période sont apparues de manière particulièrement évidente. Le but inscrit par Matheus Cunha a provoqué une immense controverse puisque plusieurs ralentis semblaient montrer une faute préalable sur Hannes Delcroix avant que l'action ne se poursuive jusqu'au fond des filets. Pour de nombreux supporters haïtiens, cette action aurait dû être interrompue bien avant que le ballon ne termine sa course dans les buts défendus par Johnny Placide. Même si cette décision arbitrale a suscité de nombreuses discussions après la rencontre, elle ne doit pas masquer les difficultés structurelles rencontrées par l'équipe durant cette première période. Le Brésil trouvait progressivement davantage d'espace entre les lignes et commençait à imposer un rythme que les Grenadiers avaient de plus en plus de mal à suivre. Le deuxième but inscrit par Matheus Cunha a illustré une nouvelle fois les difficultés de l'organisation haïtienne à contenir les mouvements offensifs d'une équipe brésilienne qui gagnait en confiance au fil des minutes. La passe lumineuse de Vinicius Junior dans le dos de Ricardo Adé a démontré à quel point le Brésil parvenait désormais à exploiter les failles de l'organisation défensive haïtienne. À partir de ce moment-là, la rencontre semblait échapper totalement aux Grenadiers qui subissaient les événements sans parvenir à reprendre le contrôle du jeu. Le troisième but inscrit par Vinicius Junior juste avant la pause est venu sanctionner une première période largement dominée par la Seleção. Au moment de rejoindre les vestiaires, le sentiment dominant chez les supporters haïtiens était celui d'une immense frustration, car l'équipe donnait l'impression de ne pas utiliser pleinement les qualités de ses meilleurs éléments. La première période a surtout renforcé l'idée que les choix tactiques du sélectionneur empêchaient certains joueurs de s'exprimer dans les conditions les plus favorables. Pendant que le Brésil exploitait parfaitement les espaces disponibles, les Grenadiers semblaient constamment en retard dans les transitions et incapables de construire des séquences offensives cohérentes. Les critiques adressées à Sébastien Migné depuis plusieurs mois trouvaient alors un nouvel écho à travers cette prestation difficile face à un adversaire certes supérieur, mais pas forcément inaccessible dans certaines phases du jeu. Le tournant du match est pourtant arrivé à la pause lorsque le sélectionneur a finalement procédé à plusieurs ajustements qui ont profondément modifié le visage de l'équipe. L'entrée de Dominique Simon et de Wilson Isidore a apporté davantage d'énergie et de mobilité dans plusieurs secteurs du terrain. Mais c'est surtout le passage au 4-2-3-1 qui a immédiatement attiré l'attention des observateurs présents dans le stade et devant leurs écrans. Soudainement, les joueurs semblaient occuper les espaces de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus efficace.
La circulation du ballon devenait plus fluide et les sorties de balles moins compliquées qu'au cours des 45 premières minutes. Le double pivot installé devant la défense offrait davantage de stabilité et réduisait les espaces dont les Brésiliens avaient profité avant la pause. Jean-Rickné Bellegarde trouvait plus facilement des positions intéressantes entre les lignes et pouvait participer davantage à la construction des attaques. Wilson Isidore apportait une présence offensive différente grâce à sa mobilité et à sa capacité à étirer les défenses adverses. Les Grenadiers paraissaient soudainement plus équilibrés et plus cohérents dans leur déplacement collectif. Cette amélioration n'était pas seulement une impression visuelle puisque le score de la seconde période est resté vierge malgré la qualité exceptionnelle de l'adversaire. Pendant 45 minutes, Haïti a réussi à tenir tête au Brésil avec beaucoup plus d'autorité et de sérénité que lors du premier acte. Ce constat a renforcé les interrogations sur les choix effectués avant le coup d'envoi et sur la manière dont l'équipe avait été préparée tactiquement. Pour beaucoup d'observateurs, cette seconde période a constitué la démonstration la plus claire que le 4-2-3-1 correspond davantage aux caractéristiques actuelles de la sélection haïtienne. Les supporters ont eu le sentiment que leur équipe était enfin organisée de manière logique et cohérente par rapport au profil des joueurs disponibles. La différence entre les deux mi-temps a été suffisamment visible pour alimenter encore davantage les critiques à l'encontre du sélectionneur national. Certains observateurs ont même estimé que les changements effectués à la pause représentaient en quelque sorte un aveu implicite concernant les erreurs commises dans l'approche initiale du match. Lorsque l'on compare la fragilité observée durant la première période à la solidité affichée après la réorganisation tactique, il devient difficile d'ignorer les conclusions qui s'imposent naturellement. Le score final reste lourd et douloureux pour les Grenadiers, mais il ne raconte pas totalement l'histoire d'une rencontre qui a présenté deux visages radicalement différents du côté haïtien. La seconde période a démontré qu'Haïti possédait les ressources nécessaires pour rivaliser avec davantage de dignité contre une puissance mondiale comme le Brésil lorsque l'organisation collective correspond réellement aux qualités des joueurs sur le terrain. C'est précisément cette réalité qui explique aujourd'hui la colère d'une partie du public qui considère que les avertissements lancés depuis plusieurs mois n'ont pas été suffisamment entendus. Pour ces supporters, le problème n'était pas la critique elle-même mais bien le refus persistant de prendre en considération des observations qui semblaient pourtant évidentes à la lumière de ce qui s'est produit à Philadelphie. Sébastien Migné se retrouve désormais face à des questions importantes concernant sa lecture du jeu, ses choix tactiques et sa capacité à adapter rapidement son équipe aux réalités imposées par les rencontres de très haut niveau. Le débat est désormais ouvert plus que jamais autour de la direction sportive de la sélection nationale et de la meilleure manière d'exploiter le potentiel d'un groupe qui continue malgré tout de faire rêver tout un peuple.